Personne n'est jamais arrivé avec une idée précise de ce qu'il cherchait vraiment. On nous a toujours dit qu'elle était la femme la plus belle de toute l'histoire, mais de nouvelles analyses ADN et des reconstructions médico-légales suggèrent une toute autre réalité, bien plus troublante. La dernière des pharaons n'était peut-être pas du tout une beauté. Elle aurait pu être, au contraire, une véritable bombe à retardement génétique. L'ADN de Cléopâtre a enfin été analysé, et ce qu'il révèle est absolument terrifiant. Il semblerait que sa plus grande bataille n'était pas contre l'Empire romain, mais contre sa propre biologie. Voilà ce qui est fascinant. Les indices étaient là, visibles depuis 2000 ans. Il suffisait de savoir où regarder. La porte du monde souterrain. Depuis 2000 ans, les sables d'Égypte gardent jalousement un secret bien particulier, un secret qui a déconcerté historiens et chasseurs de trésors pendant des siècles. On parle ici du dernier lieu de repos de la dernière des pharaons, la reine Cléopâtre. La plupart des experts vous diront généralement qu'elle est perdue à jamais. Selon eux, elle repose sous les rues modernes d'Alexandrie, engloutie pour toujours par les séismes et la montée des eaux. Pourtant, depuis 20 ans, une femme a eu l'audace d'affirmer qu'ils avaient tous tort. Cette femme, c'est Kathleen Martinez. Elle n'est pas du genre universitaire classique en veste de tweed. C'est une avocate pénaliste reconvertie en archéologue, originaire de la République dominicaine, et elle n'a pas abordé ce sujet comme une simple leçon d'histoire. Elle l'a traité comme une affaire criminelle non résolue. Elle a considéré la disparition de Cléopâtre comme une scène de crime qu'il fallait déchiffrer. Pendant que tout le monde regardait à gauche, Martinez, elle, regardait à droite. Son analyse du profil de la suspecte l'a conduite à 48 kilomètres à l'ouest d'Alexandrie, vers un temple oublié et en ruine appelé Taposiris Mania. Et en 2022, le sol sous ses pieds a finalement révélé une anomalie considérable. Martinez et son équipe ont percé la roche calcaire et découvert quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Un tunnel, mais pas n'importe lequel. Ce passage est une réplique stupéfiante d'un modèle légendaire. Taillé dans la roche vive, il s'étend sur plus de 1300 mètres, soit presque 2 kilomètres de long. Il mesure près de 2 mètres de hauteur, est submergé de boue et d'eau, et file droit vers la mer Méditerranée. Les architectes le qualifient de miracle géométrique. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie qui rappelle le légendaire tunnel grec de Palynos. Mais voilà la question à 1 million. Pourquoi? Pourquoi aller aussi loin? Pourquoi creuser à 12 mètres de profondeur dans une roche instable et dangereuse? On ne construit pas un aqueduc de cette ampleur pour un site sans importance. Cela sous-entend quelque chose d'une importance capitale. La découverte d'un port englouti au large des côtes suggère que ce n'était pas un simple temple isolé, c'était un véritable carrefour, et Martinez est convaincu que ce tunnel mène à une destination finale. La théorie de Martinez est d'une simplicité glaçante. Cléopâtre ne fuyait pas seulement la mort, elle fuyait Rome, elle fuyait l'humiliation d'être exhibée enchaînée. Elle voulait être enterrée aux côtés de son amant Marc-Antoine, elle voulait être immortalisée comme l'incarnation vivante de la déesse Isis. Et pour cela, elle avait besoin d'un tombeau qui ne pourrait jamais être profané. Elle s'est fait enterrer là où elle pensait que personne ne regarderait jamais. Kathleen Martinez aurait peut-être trouvé la porte d'entrée de ce sanctuaire, et bien que la reine elle-même n'ait pas encore été retrouvée, les éléments mis au jour pointent vers une vérité sombre et troublante. Ce que l'on a découvert dans la bouche des morts a tout changé. La cour des morts. À l'intérieur du complexe, l'équipe a fait une autre découverte qui leur a glacé le sang. Enfouies dans 16 tombes creusées dans la roche se trouvaient des momies. Mais ces sépultures n'avaient rien d'ordinaire. Lorsque les archéologues ont observé les visages en ruine des défunts, ils ont aperçu quelque chose qui scintillait dans l'obscurité. De l'or. À l'intérieur de leur bouche, là où aurait dû se trouver leur langue, reposèrent des amulettes fabriquées en feuilles d'or. Les anciens Égyptiens étaient convaincus que pour traverser l'au-delà, il fallait s'adresser à Osiris, le maître des enfers. Il fallait plaider sa cause devant lui. Une langue dorée confère le pouvoir de parler à un dieu.
Elle accorde ce que l'on appelle l'éloquence dorée. Mais voilà ce qui intrigue. Pourquoi sont-ils ici? Pourquoi dans ce temple précisément? Martinez pense que ces individus n'étaient pas de simples aristocrates choisis au hasard. C'étaient les gens de Cléopâtre, son cercle le plus intime, ses courtisans. Ils avaient été inhumés ici, munis de la magie nécessaire pour parler à Osiris, peut-être pour annoncer l'arrivée de leur reine. Réfléchissez à ce que cela signifie. Nous ne fouillons pas simplement un cimetière ordinaire. Nous nous trouvons dans une salle de réception royale. Nous sommes au cœur de sa nécropole. Et si les courtisans attendent leur reine ici, alors la porte est sur le point de s'ouvrir. Malgré la découverte de Martinez, elle n'est qu'à quelques centimètres de l'ADN de la reine. Mais pendant que nous attendons qu'elle brise le dernier sceau, nous disposons déjà d'une clé vers le code génétique de Cléopâtre. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. Pour voir le visage de Cléopâtre, inutile d'attendre le tunnel. Il suffit d'examiner les ossements de la sœur qu'elle a fait éliminer. Le squelette dans le placard était en réalité celui d'une princesse royale traquée jusqu'à la fin. Pour comprendre les morts découverts à Taposiris Magna, il faut d'abord saisir la cruauté de la femme qu'il servait. L'histoire se souvient de Cléopâtre comme d'une séductrice, mais son arbre généalogique ressemblait davantage à un vivier de requins, et sa plus grande menace n'était pas un général romain, c'était sa propre petite sœur, Arsinoé IV. Cette relation était entièrement définie par une ambition toxique et dévorante. Lorsque Cléopâtre fut exilée, c'est Arsinoé qui prit le trône. Quand Jules César débarqua en Égypte, c'est Arsinoé qui mena l'armée contre lui. C'était une princesse guerrière qui réussit réellement à piéger César dans le palais. Mais l'histoire est écrite par les vainqueurs. Arsinoé fut finalement capturée, traînée jusqu'à Rome et contrainte de défiler enchaînée. La foule romaine pleura pour elle, une adolescente dans les fers. Cette sympathie lui sauva la vie et elle fut exilée au temple d'Artémis à Éphèse, dans la Turquie actuelle. Elle pensait être en sécurité. Elle croyait que ce sol sacré la protégerait. Elle avait tort. En 41 avant notre ère, Cléopâtre convainquit Marc-Antoine de faire l'impensable. Il envoya des assassins jusqu'aux marches du temple. Ils traînèrent Arsinoé dehors et mirent fin à sa vie. Ce scandale ébranla le monde antique tout entier. Mais pour nous, 2000 ans plus tard, il nous fournissait une localisation précise. Nous savions exactement où le crime avait eu lieu. Pendant des siècles, on a cru qu'Arsinoé était perdu pour l'histoire. Jusqu'aux années 1900, lorsque des archéologues travaillant à Éphèse découvrirent un tombeau singulier connu sous le nom d'octogone. À l'intérieur se trouvait un squelette. Ces ossements appartenaient à un individu jeune. Si leur théorie était juste, il pourrait s'agir des restes d'Arsinoé IV. La chronologie correspond, l'emplacement correspond, l'âge correspond. Si c'était bien Arsinoé, nous détenions le code génétique de Cléopâtre. Nous pourrions enfin répondre aux questions sur son origine ethnique, sa santé et sa lignée. Nous avions la carte de la biologie de la reine. Mais la science a une façon bien à elle de gâcher une belle histoire. Les premiers tests ADN échouèrent en raison de contamination. Les os avaient été manipulés bien trop de fois. Mais récemment, dans une étude de 2025, une analyse poussée nous a finalement donné une réponse. Les résultats n'étaient pas seulement stupéfiants, ils étaient biologiquement impossibles. Un garçon dans le tombeau. Pendant des années, le squelette d'Éphèse fut notre seul miroir vers le visage de Cléopâtre. Les spécialistes examinaient ses os et y voyaient la sœur d'une reine. Ils y voyaient un héritage africain. Ils y voyaient la réponse à une énigme vieille de plusieurs siècles. Mais récemment, la technologie moderne s'y est penchée à nouveau, et le miroir s'est brisé. La percée survint en 2022. Une équipe de l'Université de Vienne, dirigée par l'anthropologue Gart Wber, retrouva enfin le crâne disparu depuis longtemps dans les archives de l'université. Il y était resté inaperçu pendant des décennies. Ce fut un tournant décisif. Les chercheurs ne se contentèrent pas de l'observer, ils le traversèrent du regard. Grâce à des scanners micro-CT, ils élaborèrent une carte numérique haute résolution de la structure osseuse et forèrent dans l'os temporal de Pétrus.
Il s'agit de la partie la plus dense du crâne, un coffre-fort biologique capable de préserver l'ADN, même lorsque le reste du squelette est réduit en poussière. En janvier 2025, les résultats furent publiés dans des rapports scientifiques révélant une véritable histoire d'horreur médicale. Le squelette n'est pas celui d'Arsinoé, ce n'est pas celui d'une femme de 20 ans, ce n'est pas celui d'une princesse africaine. L'ADN prouva la présence d'un chromosome I. La sœur de Cléopâtre est un garçon, plus précisément, un adolescent âgé entre 11 et 14 ans. Et voilà ce qui est stupéfiant. Il n'était pas seulement jeune, il souffrait. Les scanners révélèrent de graves troubles du développement. Sa mâchoire était atrophiée, son crâne était asymétrique et déformé. L'analyse suggère qu'il souffrait d'une affection similaire au syndrome de Treacher-Collins ou d'un rachitisme sévère. Il ne s'agissait pas d'un rival royal en bonne santé, c'était un enfant dont le visage avait été défiguré par une tragédie génétique. Plus troublant encore, son ADN révèle qu'il n'était pas originaire d'Égypte. Ses marqueurs génétiques remontent à l'Italie ou à la Sardaigne. Cela ouvre un mystère bien plus sombre et déroutant. Nous pensions être face à la victime d'un assassinat politique. En réalité, nous nous retrouvons face à une tragédie d'une toute autre nature. L'octogone s'avéra être un héroën, un tombeau érigé pour un héros, une figure semi-divine. Pourquoi un garçon italien difforme et maladif fut-il inhumé dans l'un des tombeaux les plus prestigieux du monde antique? Était-il un bouc émissaire, un sacrifice? Ou bien était-il un enfant royal caché, issu de sang romain et ptolémaïque, dont l'existence était si honteuse ou si dangereuse qu'il dut être enterré avec les honneurs, mais loin de sa terre natale? Quelle que soit la réponse, il s'avère que la preuve scientifique des origines africaines de Cléopâtre dans ce tombeau précis n'était qu'une illusion née d'une mauvaise science et d'une pensée idéaliste. Alors, où en sommes-nous? Nous revenons aux sources historiques, et ces sources nous indiquent que Cléopâtre était issue de la dynastie ptolémaïque. Si vous voulez savoir à quoi elle ressemblait vraiment, inutile de retrouver son corps. Il suffit de regarder l'arbre généalogique terrifiant qu'elle gravit pour atteindre le trône. Cet arbre ne se ramifiait pas vers l'extérieur. Il tournait en rond, engendrant des monstres. Le garçon d'Éphèse était peut-être un secret, mais à Alexandrie, le cauchemar génétique n'était pas un secret. C'était une politique royale, caractérisée par ce que l'on appelle l'effondrement de lignées. Dans un arbre généalogique ordinaire, les branches s'élargissent en remontant. On compte 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents. Plus on remonte, plus on trouve d'ancêtres. C'est un entonnoir qui s'ouvre sur le monde. Mais l'arbre généalogique de Cléopâtre ne s'élargissait pas. Il s'effondrait sur lui-même. Les Ptolémées étaient une dynastie grecque régnant sur l'Égypte. Ils souhaitaient maintenir leur pouvoir absolu et préserver la pureté de leur lignée. Ils adoptèrent donc l'ancienne coutume des mariages entre proches parents. Ils n'épousaient pas seulement des cousins, ils épousaient leurs frères et sœurs. Les historiens estiment que les propres parents de Cléopâtre, Ptolémée XII et Cléopâtre V, étaient vraisemblablement frères et sœurs de sang. Même ses grands-parents étaient peut-être oncles et nièces, voire frères et sœurs. Cette famille formait manifestement un circuit fermé. Les généticiens estiment que Cléopâtre naquit avec un coefficient de consanguinité supérieur à 45%. Pour situer les choses, l'enfant de 2 cousins germains présente un coefficient d'environ 6%. Dans de nombreuses dynasties royales, comme celle des Habsbourg d'Espagne, ce niveau de consanguinité conduisait à de graves difformités et à la folie. Prenons l'exemple de Charles II d'Espagne. Les historiens le surnomment le ensorcelé. Il représentait la fin de la lignée des Habsbourg, une dynastie qui pratiquait le même type de mariages intrafamiliaux que les Ptolémées. Charles était une véritable tragédie médicale. Il n'a pas pu parler avant l'âge de 4 ans. Il n'a pas pu marcher avant ses 8 ans. Sa mâchoire était tellement déformée que ses dents du haut et du bas ne se touchaient pas. Il était littéralement incapable de mâcher ses aliments. Il avalait tout entier.
Quand il mourut à l'âge de 38 ans, le rapport d'autopsie indiquait que son corps ne contenait pas une seule goutte de sang, que sa tête était remplie d'eau et que son cœur était de la taille d'un grain de poivre. Son coefficient de consanguinité était d'environ 25%. Celui de Cléopâtre était presque le double. Alors pourquoi cela se produit-il? La science repose sur un phénomène appelé homozygosité. Normalement, votre ADN est une conversation entre votre mère et votre père. L'un compense les défauts de l'autre. Si votre mère transmet un gène récessif lié à une faiblesse ou à une maladie, votre père transmet généralement un gène dominant pour la force qui vient l'annuler. C'est un filet de sécurité biologique. Mais dans le cas de Cléopâtre, cette conversation n'existait pas. Les mêmes gènes répétaient les mêmes erreurs, encore et encore. Parce que ses parents étaient frères et sœurs, ils portaient exactement les mêmes défauts génétiques. Aucun gène sain ne pouvait intervenir pour la sauver. Biologiquement, elle aurait dû être un désastre. Ce type de consanguinité entraîne habituellement les difformités que nous avons observées chez ce garçon à Éphèse: faiblesse physique, troubles cognitifs, espérance de vie réduite. Mais voilà le paradoxe terrifiant. L'histoire nous dit que Cléopâtre n'était pas difforme. Elle était brillante, elle parlait 9 langues. Elle a séduit les hommes les plus puissants de Rome. Alors, comment est-ce possible? Elle combattait peut-être une maladie qui ressemblait à du génie? Le masque de la jeunesse? Était-elle un miracle génétique? Un résultat sur 1 million dans la loterie biologique, ou avons-nous manqué les signes de sa souffrance depuis le début? Pour comprendre si elle était une victime, nous devons regarder du côté des coupables, ses ancêtres. Si vous voulez savoir contre quoi Cléopâtre se battait, regardez son grand-oncle, Ptolémée VII. C'était le grand-oncle de Cléopâtre. Mais en raison de la structure de l'arbre généalogique, il est aussi son miroir génétique direct, et il était une catastrophe médicale. On le surnommait Fiscon, ce qui se traduit par ventre rond, mais c'était resté poli. Les sources historiques le décrivent comme morbidement obèse, avec des membres trop fragiles pour soutenir son imposante masse corporelle. Il devait être accompagné par des soutiens pour se déplacer. Mais regardez de plus près les descriptions. Ce n'était pas simplement de la graisse. Les sources mentionnent un cou gonflé, des yeux exorbités et saillants, ainsi qu'un essoufflement. Les historiens de la médecine moderne qui étudient la dynastie ptolémaïque y décèlent un schéma de troubles métaboliques génétiques. Ils y voient une lignée familiale accablée par l'obésité et la léthargie. Et plus terrifiant encore, ils y distinguent les marqueurs de la maladie de Basedow, un trouble auto-immun qui attaque la thyroïde. Elle provoque des yeux globuleux ainsi qu'un goitre, c'est-à-dire un gonflement du cou. Et c'est là que le diagnostic devient vraiment effrayant. La maladie de Basedow n'affecte pas seulement votre apparence, elle modifie votre comportement. Elle inonde l'organisme d'hormones thyroïdiennes, créant un état d'hyperstimulation. Les symptômes comprennent une énergie maniaque, une parole précipitée, l'insomnie, et des comportements erratiques à fort enjeu. Ça vous rappelle quelque chose? Les historiens ont toujours salué la vitalité débordante de Cléopâtre. Ils disent qu'elle pouvait travailler toute la nuit, qu'elle était constamment en mouvement. Nous avons interprété cela comme du génie, mais des anthropologues médicaux posent désormais une question bien plus sombre. L'énergie légendaire de Cléopâtre était-elle en réalité un symptôme? Ce feu qui brûlait en elle était-il le résultat d'une tempête thyroïdienne génétique transmise par son oncle? Alors, comment parvenait-elle à fonctionner? La réponse se trouve peut-être dans un talent que les historiens négligent souvent. Elle n'était pas seulement une reine, elle était chimiste. Si elle vivait avec les douleurs chroniques d'un effondrement généalogique, le même genre de souffrances articulaires et osseuses qui accablaient les Habsbourg, elle se tournait très probablement vers la pharmacie royale. L'Égypte était la capitale pharmaceutique du monde antique. Si elle souffrait, elle avait accès à l'opium, récolté dans les champs de pavots des voleurs. C'était le plus puissant analgésique de l'Antiquité. S'en servait-elle pour engourdir les douleurs de ses articulations génétiquement fragilisées, afin de se tenir droite lors d'interminables réceptions diplomatiques? Si elle subissait les accès maniaques et les insomnies de la maladie de Basedow, elle se serait peut-être tournée vers le kifi.
Il s'agissait d'un complexe encens de temple, souvent brûlé la nuit, réputé pour ses propriétés sédatives. Plutarque écrivait que son parfum portait au sommeil et dissipait la tension du quotidien comme on dénoue un nœud. Pour une femme possiblement agitée par une énergie hyperthyroïdienne, le kifi n'aurait pas été qu'un simple parfum, c'était un véritable remède. Il y a aussi le lotus bleu, une fleur aux légers effets psychoactifs, souvent macérée dans le vin. Elle procure une sensation d'euphorie, une impression de légèreté. On parle de son charisme légendaire, mais ce charisme était-il naturel ou était-il chimiquement provoqué? Son magnétisme débordant d'énergie était-il en réalité un subtil mélange de vin de lotus bleu et d'adrénaline, la maintenant suspendue au-dessus des douleurs de son propre corps? On sait que Cléopâtre a rédigé un ouvrage sur les cosmétiques intitulé Cosmeticon. Des fragments en ont été cités par des médecins ultérieurs, tels que Galien. Cela prouve qu'elle ne se contentait pas d'acheter des produits de beauté, elle les étudiait. Pourquoi? Si le gène du ventre proéminent lui causait des problèmes de peau, ou si la maladie de Basedow lui provoquait un goitre, son obsession des cosmétiques n'avait rien à voir avec la vanité, c'était du camouflage. Elle a peut-être expérimenté le kohl simplement pour remodeler des yeux qui auraient pu être trop saillants. Elle a peut-être conçu d'imposants colliers larges et des bijoux élaborés uniquement pour dissimuler un cou gonflé. On pourrait la considérer comme la première biohackeuse de l'histoire, une femme brillante, prisonnière d'un corps défaillant, exploitant tous les secrets de la chimie, de la botanique et de l'art pour projeter l'image d'une déesse vivante, tout en se soignant secrètement comme une patiente. Elle a peint un mensonge sur son visage, mais la vérité, elle est sous terre, ce que nous allons découvrir, et cela nous ramène là où tout a commencé. Loin en dessous du temple de Taposiris Magna, là où Kathleen Martinez creuse encore. Depuis 20 ans, elle traque le dernier lieu de repos de Cléopâtre, et grâce à ce tunnel gigantesque, ce prodige géométrique, elle est plus proche du but que quiconque ne l'a jamais été. Mais après tout ce que nous avons analysé aujourd'hui, les enjeux de cette découverte ont changé de nature. Au début de ce voyage, nous cherchions une légende. Nous cherchions la séductrice qui avait envoûté Rome, la beauté incarnée par des stars hollywoodiennes, la déesse Isis faite femme. Mais la science nous invite à nous préparer à quelque chose de tout autre. Si Martinez perce ce mur final et trouve le sarcophage, elle ne mettra pas au jour une simple reine. Elle dévoilera une archive médicale. Elle pourrait trouver une femme de petite taille, peut-être fragile, dissimulant sa douleur derrière un masque. Elle pourrait trouver une femme qui ressemblait moins à une star de cinéma qu'à une survivante. Une femme qui menait une guerre contre Rome avec son intelligence, tout en livrant une autre guerre contre son propre ADN avec son officine. Retrouver Cléopâtre ne réécrirait pas seulement les livres d'histoire, cela réécrirait les manuels de biologie, et cela répondrait enfin à la question: était-elle le miracle génétique qui a échappé à la malédiction? Était-elle plutôt celle qui souffrait en silence tout en régnant malgré tout? Pour l'instant, le tunnel mis au jour reste muet, englouti par le silence lourd et étouffant de la terre. Là, tout au fond, l'air est chargé de millénaires de poussière, intacte et vigilante. En surface, les séquenceurs ADN de pointe et les unités radar à pénétration de sol demeurent inactifs, tels des prédateurs affamés qui guettent. Ce sont les clés modernes conçues pour ouvrir une porte verrouillée depuis plus de 2000 ans, prête à analyser jusqu'à la moindre trace d'ascendance royale. Le fantôme de la dernière pharaone, Cléopâtre VII, continue de garder jalousement ses secrets, protégeant sa dernière demeure avec une détermination qui rivalise avec celle de son règne. Elle ne cesse de narguer l'histoire depuis l'ombre, échappant aux archéologues qui ont consacré leur vie entière à la retrouver. Mais ce silence n'est que provisoire. À mesure que la technologie progresse, l'écart entre la légende et les preuves concrètes se réduit. Il nous faut nous y préparer, car la vérité que nous poursuivons ne correspond peut-être pas à la tragédie romantique que nous imaginons. La réalité de Cléopâtre est bien plus complexe et bien plus terrifiante que le mythe cinématographique dont nous sommes tombés amoureux. Ce n'est pas simplement une belle reine que nous cherchons. Nous traquons une survivante politique impitoyable, une stratège hors pair qui élimina ses propres frères et sœurs pour s'emparer du pouvoir,
une femme qui vit sa dynastie s'effondrer dans le sang. Lorsque cette tombe sera enfin ouverte, nous ne réécrirons pas simplement les livres d'histoire. Nous nous retrouverons face à face avec une puissance antique brute qui a refusé de disparaître. Alors, si l'on ouvre le tombeau demain et que Cléopâtre s'avère avoir eu l'apparence d'un monstre, brûle-t-on les livres d'histoire, ou cela la rend-il encore plus impressionnante? Donnez-moi votre théorie en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres mystères exhumés.